Bonjour à tous. À travers cette vidéo, je voudrais revenir avec vous sur une exposition que j'ai réalisée l'hiver dernier en collaboration avec la Maison de la Photographie de Saint-Bonnet-de-Mur. Il s'agit d'un événement insolite puisque grâce à la collection Nikon dont dispose la Maison de la Photographie, collection sans doute la plus grande d'Europe et peut-être du monde, et j'ai eu la possibilité de mettre en regard de clichés que j'ai réalisés à différentes époques, le matériel utilisé pour les prendre. Et ça a permis d'illustrer quelque chose dont j'ai pris conscience ces dernières années, et qui est que dans ma discipline très spécifique, puisque je suis spécialisé, comme vous le savez, dans la prise de vue d'insectes en vol, le graphisme de mes clichés est dicté par l'évolution des technologies. En me replongeant dans le passé, je me suis rendu compte que mes images avaient beaucoup évolué et que chaque saut technologique était graphiquement visible dans les images. C'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo qui est abondamment illustrée de plans réalisés sur le lieu de l'exposition. Alors, tout a commencé en 1988, alors que j'étais élève ingénieur à l'École nationale de mécanique et de microtechnique de Besançon. Cette école dispose d'un laboratoire d'optique et j'ai eu la chance d'en profiter pour relever un des deux défis importants pour photographier les insectes en plein vol. Ce premier défi consiste à trouver une solution pour déclencher l'appareil photo au bon moment. Rapidement, avec le laboratoire, on a mis en œuvre des grands moyens, puisqu'on a utilisé un laser hélium-néon qu'on a associé à un banc optique équipé de 2 miroirs, de manière à faire balayer le rayon laser sur un plan. Ceci permet, en fait, au moment où le rayon est coupé, grâce à une cellule photosensible, de détecter tout objet qui traverse le plan balayé par le laser. Et la cellule photosensible a été reliée à un petit boîtier électronique qu'on a conçu pour pouvoir fabriquer le signal de déclenchement de l'appareil. Et très vite, après quelques semaines de tests, le déclenchement de l'appareil photo était réalisé sans difficulté. Il restait à faire face au second défi, qui est tout simple, mais à l'époque c'était quelque chose de vraiment pas évident à maîtriser, c'est de réussir à faire des photos nettes, d'action très rapide. Et donc pour cela, il n'y a aucun miracle, Il faut utiliser des temps de pause très courts. Et comme j'utilisais à l'époque du film inversible diapo, du Kodachrome 25 ou 64 ISO pour obtenir beaucoup de détails dans mes clichés, eh ben, il me fallait beaucoup de lumière. Et la solution a été dictée par l'exemple donné par mon mentor qui utilisait lui des flashs électroniques spéciaux conçus pour lui. Moi, à l'époque, je n'avais pas cette chance. J'ai utilisé des flashs du commerce, des flashs torches Metz que j'utilisais à faible puissance. Mais ça me permettait quand même d'avoir des durées d'éclair de l'ordre de 1/3 millième à 1/5 millième de seconde, suivant les réglages. Et c'était suffisant pour figer les ailes des papillons, qui sont les insectes que je préfère. Et avec mon bon optique et mes deux premiers flashs Metz, la saison 1988 et 1989 a été des moments d'intense émotion pour moi, parce que c'est là que j'ai découvert mes premiers clichés de papillons figés en vol. Cela dit, il faut reconnaître que j'étais qu'à moitié satisfait de ce que j'obtenais à l'époque, puisque même si les papillons étaient bien dans le cadre, étaient nets, il y avait quand même une signature du flash électronique trop présente, et mes images avaient un petit côté artificiel qui me plaisait qu'à moitié. Ce qui fait que j'ai passé ensuite de nombreuses années, au début des années 90, à me chercher. Et en 1996, il s'est passé quelque chose qui m'a donné des idées bien particulières de travail, cette fois-ci dans la nature. Nikon a mis sur le marché un nouveau boîtier professionnel, le Nikon F5,
qui était une merveille, puisqu'il avait enfin un autofocus vraiment performant multizone, et puis il disposait de cadences moteur très rapides, puisqu'on pouvait faire des rafales à 8 images par seconde. C'est-à-dire qu'on avalait un film complet, une bobine de film complet en moins de 6 secondes, donc il fallait faire attention. Mais c'était aussi l'occasion pour moi d'essayer de photographier des papillons en plein vol dans leur milieu naturel. Et pour cela, j'ai eu l'idée d'associer ce super boîtier à une optique, elle aussi fantastique, un téléobjectif AFI 300 mm f2.8. Et je suis parti plusieurs saisons de suite dans la Vanoise pour essayer de photographier en vol dans son milieu naturel un de mes papillons préférés. Il s'appelle l'Apollon. C'est un grand papillon blanc qu'on trouve en haute altitude. Et en 1997, j'ai réussi à prendre la bonne rafale, si on peut dire. 3 images successives du papillon bien cadré, dans une altitude sympa et à peu près nette. Je travaillais, je m'en souviens, avec du Kodachrome 200. Et au retour de ma visite dans le parc de la Vanoise, j'ai aussi réalisé une première pour moi, c'est que j'ai fait l'acquisition d'un scanner, un Nikon Coolscan LS1000, et je vivais la première, je dirais, transition vers le numérique, puisque j'ai scanné ces 3 diapositives et j'ai eu l'idée, grâce à Photoshop, version 2.5, je m'en souviens, parce que c'était une des premières versions qui disposait du multicalque. J'ai mis chaque scan sur un calque différent, et ça m'a permis d'assembler ces 3 images en une seule pour montrer la trajectoire de l'Apollon au bord d'un torrent. Et ça fait partie de mes beaux souvenirs de photographie, grâce à mon papillon préféré. Alors, mon vrai saut dans le numérique s'est produit en 2001, puisque j'ai fait l'acquisition d'un Nikon D1 d'occasion. Donc, il était bien cher, c'est pour ça que j'ai attendu d'en trouver quelques modèles d'occasion au moment où le D1X est sorti, pour vraiment me plonger dans un univers numérique qui était vraiment beaucoup plus intéressant pour ma pratique très délicate techniquement. Et il faut reconnaître que le Nikon D1 a fait sauter la limitation des bobines limitées à 36 poses. J'avais plus peur quand ma barrière de déclenchement se déréglait et que je prenais une quinzaine de photos d'affilée. Mais surtout, le plus important avec le numérique, il était ailleurs, il était dans le fait que c'était un super outil pour apprendre. Et je suis revenu finalement à un travail sur l'éclairage au flash, parce que justement, le numérique permettant de voir le résultat instantanément, c'était très pédagogique, et j'ai, grâce au Nikon D1, compris qu'est-ce qui n'allait pas dans mon éclairage au flash et pourquoi j'avais un éclairage avec une signature artificielle très marquée. Et ça venait du fait que je maîtrisais mal l'éclairage des arrière-plans. Donc à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait éclairer tout autant l'arrière-plan que le sujet et doser correctement l'éclairage sur ces deux plans aussi importants l'un que l'autre de mon cadrage, que j'ai progressé dans la maîtrise de la lumière artificielle. Alors, si le Nikon D1 était un super outil pour apprendre, il avait quand même un gros défaut, c'est qu'il était limité à 2,7 millions de pixels. Je sais, ne riez pas, aujourd'hui ça paraît vraiment être peu de choses, mais en 2003, j'ai de nouveau cassé ma tirelire, hein, la photographie me coûte cher, et j'ai acheté un Nikon D2H, et je suis passé de 2,7 à 4 millions de pixels. Alors ça paraît peu, mais ce gap, cet écart en résolution était suffisant pour pouvoir réaliser des tirages de bonne qualité sur une pleine plage, c'est-à-dire qu'on faisait des 18-24 ou des 20-30 de bonne qualité, et c'était un vrai progrès, c'est-à-dire que je pouvais enfin faire des tirages de mes meilleures photos, pas simplement les regarder sur mon écran. Et au début des années 2000, donc 2002-2003, ça coïncide aussi avec un autre progrès. J'ai enfin remplacé l'énorme laser hélium-néon qu'on avait mis au point au laboratoire d'optique à Besançon, mais qui était quelque chose de très contraignant. Et puis de toute façon,
il ne fonctionnait que sur secteur, donc impossible d'aller dans la nature, et ça c'était très frustrant. Il fallait uniquement photographier les insectes en studio. J'ai remplacé ce laser hélium-néon par une petite diode minuscule, et cette diode laser est aussi précise que le laser, bon, un petit peu moins puissante, mais aussi précise, et puis elle fonctionne avec 2 piles AA, toutes simples, donc on peut l'emmener dans la nature, et pour moi c'était un autre tournant, c'était la possibilité de photographier avec une barrière lumineuse en extérieur, et sans la contrainte du studio. Et ça, c'était un vrai progrès qui m'a beaucoup servi pendant quelques années. Et c'est aussi, je dirais, ces années 2003-2004, c'est aussi le moment, grâce à ces images réalisées avec beaucoup plus de souplesse qu'auparavant, c'est le moment où mon travail s'est fait reconnaître. J'ai eu un prix au concours du Festival de Montier en 2004. L'année d'après, en 2005, j'ai fait ma première exposition. Alors, elle était toute petite, elle était modeste, hein. J'avais 3-4 mètres carrés à Giffaumont, au village des Marques. Et puis, quasiment en même temps, en décembre 2005, Nikon m'a fait un grand honneur puisqu'ils ont choisi une de mes photos. Une photo d'un macaon qui survolait une fleur de coquelicot pour illustrer la couverture du magazine Nikon Pro. C'est un de mes grands moments de satisfaction de la photo, puisque j'ai appris cette nouvelle au moment où j'accrochais mon exposition à Montier. Donc comme quoi il y a des belles histoires autour de la photographie. J'ai un défaut, c'est que je suis un peu un perfectionniste, et j'aime bien montrer les plus fins détails sur les ailes des insectes que je photographie en plein vol. Et 2005 a été une année doublement intéressante pour moi, parce que un double saut technologique s'est produit quasiment simultanément, puisque le Nikon D2X est sorti, et pour moi passer de 4 à 12 millions de pixels, c'était une merveille, parce que là c'était la porte ouverte à des tirages plus grands. On rêvait plus du format 40-60, qui aujourd'hui paraît banal, mais à l'époque c'était quand même du très grand format. Et puis en même temps, Nikon a sorti un système de flash pilotable sans câble par infrarouge, que Nikon appelle le Creative Lighting System, qui est un système qui permet de piloter plusieurs groupes de flash sans aucun câble, et avec des réglages indépendants pour chaque groupe, et de plus sans limitation du nombre de flash. Et en même temps, ils ont sorti, en plus des flashs Cobra qui existaient déjà par le passé, ils ont sorti des petits flashs macro qui fonctionnaient sans câble. Et l'association de l'ensemble de ces outils, pilotage de flash sans câble, petit flash macro, gros flash Cobra, l'ensemble pouvant être associé librement, m'a permis de franchir un nouveau cap dans la maîtrise de la lumière et dans la reproduction de la lumière naturelle. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, j'ai réussi vraiment à reproduire la lumière naturelle avec toute sa subtilité, à n'avoir aucun inconvénient à travailler au flash en termes de rendu d'image que si je travaillais en lumière naturelle.